Salut les gars, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine, en tout cas du côté TikTok? J'ai appris que cette semaine, quand on publiait sur TikTok pour soi-même, c'est-à-dire on racontait son histoire, etc., les gens c'est vrai qu'ils s'en battent un petit peu beaucoup les couilles. Donc forcément ça n'avait pas de vue quand on dit direct moi, enfin voilà, ça attire pas la personne. Donc forcément on n'identifie pas la personne et la personne ne reste pas sur la vidéo et donc on ne fait pas plus de vues. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de bien côté community management? Donc là cette semaine j'ai vraiment pas mal continué le livre. Là je peux vous dire que j'ai très bien avancé. Donc là il y avait un nouveau chapitre qui racontait que vous avez peut-être besoin que d'un funnel pour augmenter votre chiffre d'affaires ou alors même dépasser le million. Et donc la seule chose que j'ai noté à partir d'ici, c'était faire vraiment la loi de Pareto, donc le 80-20. C'est tout simplement vous allez choisir le funnel qui va vous rapporter le plus d'argent entre tous les funnels que vous avez déjà de base. Que si vous faites 48 funnels et qu'il y en a qu'un qui fait vraiment 80% de vos revenus, vraiment choisissez que lui, tant pis. Vous allez perdre un petit peu de revenus, mais en tout cas vous allez gagner énormément de temps et donc vous allez pouvoir améliorer ce funnel et donc l'optimiser par la suite et vous faire encore plus de revenus par la suite. Ensuite il y avait une autre partie qui parlait des sales funnels, donc c'est-à-dire les funnels de vente où tu vends des choses. Donc simplement il y avait l'étape 0, donc je sais pas pourquoi lui il commence toujours par l'étape 0 dans son livre, qui était tout simplement la pub. Donc voilà les créas que vous faites sur Facebook, etc., pour simplement attirer les gens ensuite sur votre page de vente, ce qui est l'étape numéro 1. Ensuite l'étape numéro 2 c'est la page de paiement. L'étape numéro 3 c'est l'upsell. Donc l'upsell c'est une genre de petite offre en fait qui vient en plus de votre offre déjà. Par exemple vous vendez un régime minceur, vous pouvez très bien faire une upsell pour vendre un livre sur des recettes quoi. Donc c'est une offre qui aura en plus de votre régime minceur qui est votre offre de base. Et ensuite étape numéro 4 il y a deux upsells, donc une deuxième upsell pour augmenter encore le panier moyen de votre client à la fin. Et donc voilà, c'est simplement ce que j'ai noté pour ce chapitre. Ensuite j'ai appris les 9 blocs d'une page de vente. Le premier bloc c'est le Pareto bloc, c'est-à-dire les 20% des choses qui vont apporter 80% des informations de votre vente vont être vraiment dans ce bloc là. Ensuite en bloc numéro 2 il y a le problème vers la solution. Ensuite en numéro 3 il y a les détails et le bénéfice de l'offre. Et puis ensuite voilà, je vous mets l'image à l'écran donc. Et donc voilà, vous voyez un peu comment ça se compose. Ensuite j'ai appris le copywriting sur une page de vente. Donc l'étape numéro 1 j'ai noté qui est notre client de rêve. Donc là tout simplement on doit s'imaginer notre client de rêve et donc le dire. Il faut vraiment identifier ce client de rêve. L'étape numéro 2 c'est de savoir leurs objectifs. Étape numéro 3 c'est d'essayer d'identifier aussi leurs obstacles. En numéro 4 raconter notre histoire à nous, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis voilà, après je vous mets l'image pour savoir comment ça se compose. Ensuite j'ai appris à comment faire un upsell parfait. Il faut tout simplement anticiper les obstacles de ses prospects. Tout simplement comme je vous ai dit la semaine dernière donc et tout à l'heure, le point A au point B. Le point A c'est de là où sont les clients actuellement et le point B c'est là où ils veulent aller, leur objectif final quoi. Et forcément entre ces deux points il y a beaucoup d'obstacles et donc il faut anticiper ces obstacles pour pouvoir vraiment les rassurer au maximum. Ensuite il faut identifier leurs besoins supplémentaires, donc des besoins qu'eux-mêmes n'auraient pas imaginé et que donc nous on pourrait imaginer à leur place. Et donc là ils se diraient putain il me comprend encore mieux que ce que je pensais moi. Et puis voilà ce que j'ai pu noter pour l'upsell parfait. Après j'ai appris en 6 blocs comment faire un upsell. Donc il y a 6 blocs. En bloc numéro 1 où est le client, donc simplement dire que là voilà vous avez validé l'offre mais il reste voilà peut-être une offre voilà à proposer. En tout cas faut pas que votre client soit perdu sur votre funnel, tout simplement il faut qu'il sache où il en est. Donc là vous mettez simplement un gros titre en montrant oui vous avez bien validé l'offre mais j'ai encore ça, vous proposez des choses comme ça. En bloc numéro 2 vous mettez le titre. En bloc numéro 3 vous mettez le copywriting de l'upsell, donc le truc que je vais vous dire après. En bloc numéro 3 vous mettez le copywriting de l'upsell, donc ce que j'ai dit avant. En bloc numéro 4 les bénéfices de votre upsell. En bloc numéro 5 vous essayez de mettre de la rareté un petit peu, donc montrer que cette offre vraiment elle est unique, elle est vraiment disponible pour peu de personnes, etc. Et en bloc numéro 6 vous mettez la prise de décision, donc un genre de call to action, etc. Enfin voilà quoi, vous avez compris. Voilà l'upsell en 6 blocs. Ensuite le copywriting parfait pour un upsell, c'est tout simplement le bloc numéro 1, la confirmation. Donc faut tout simplement féliciter son client d'avoir acheté l'offre. En bloc numéro 2 vous mettez la nouvelle offre. Donc en gros faut préciser que voilà vous avez encore une offre à leur faire avant de vraiment finaliser l'achat. Après je vous mets toutes les autres étapes comme vous pouvez voir à l'écran et puis voilà vous voyez comment c'est composé un petit peu. Ensuite j'ai appris comment on faisait un webinar funnel. Donc simplement j'ai marqué que sur ce chapitre là les offres high ticket sont beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que déjà le client forcément s'il paye plus cher il va beaucoup plus s'investir parce que forcément s'il a dépensé une grosse somme il va beaucoup plus essayer de rentabiliser sa somme et forcément nous s'il nous paye plus cher on va avoir beaucoup plus de ressources pour l'aider et donc forcément ça va être donnant et donc forcément on va apporter un meilleur service et tout le monde va être content. Donc après ensuite j'ai appris comment se composer le funnel pour rediriger sur un webinar. Donc étape 0 on a la pub, donc voilà comme j'ai dit tout à l'heure avec les CRA etc. Donc essayez de rediriger sur votre landing page. Landing page je rappelle c'est la première page au moment où les gens arrivent sur votre page. Donc ensuite l'étape numéro 1 c'est la page d'inscription. Là j'ai mis qu'il fallait faire attention aux mots employés pour les personnes visées. Par exemple vous avez peut-être employé des mots assez experts dans votre domaine, c'est-à-dire vous allez essayer plutôt de viser des experts ou alors viser des débutants, essayer d'employer des mots beaucoup plus utilisés dans la langue courante pour vraiment attirer beaucoup plus de débutants que d'experts. Ça dépend vraiment des gens que vous voulez viser, ça dépend vraiment des gens que vous voulez toucher. Voilà, votre copywriting doit être fait en fonction. Et apparemment j'ai noté qu'il ne faut pas moins de 35% de taux d'inscription sur cette page, sinon c'est vraiment que votre page pue la merde, donc il faut vraiment améliorer ça. Ensuite l'étape numéro 2 c'est la page webinar. Là simplement il y a c'est une étape simple, rien de compliqué, il suffit juste d'expliquer en une vidéo comment va se comporter le webinar, voilà tout simplement qu'est-ce que vous allez avoir, voilà tout simplement. Ensuite l'étape numéro 3 c'est la page de réservation. Donc là l'objectif de cette page est d'avoir des infos sur leurs objectifs, leurs obstacles, l'urgence et les ressources financières qu'ils ont. Et j'ai noté aussi qu'un prospect qualifié est une personne qui remplit tous les critères pour l'achat. Donc c'est-à-dire la personne qui a de l'argent, qui est motivée, qui est impliquée, etc. Voilà vraiment la personne qui remplit vraiment tous les critères. Ensuite
Ensuite, en numéro 4, on a la page de confirmation. Cette page sert simplement à diminuer le no-show, c'est-à-dire les personnes qui ne viennent pas après avoir réservé un appel. Donc c'est encore un nouveau terme que j'ai appris, le no-show. Et donc j'ai appris qu'apparemment 40 à 50% des personnes sont vraiment des personnes no-show, donc c'est-à-dire presque la moitié des personnes réservent un appel et ne répondent pas à l'appel. Donc vous imaginez à quel point ça vous fait perdre énormément de temps un peu. Je sais pas à quel point vous imaginez. Ensuite, numéro 5, ajoutez le rendez-vous téléphonique. Ici, ne vendez pas, rassurez simplement votre prospect. Simplement, faut pas vendre, faut vraiment pas vendre, faut juste rassurer son prospect. Il faut simplement créer le besoin de l'acheteur. Alors, faut vraiment pas l'inciter, faut vraiment pas le forcer quoi. Ensuite, j'ai appris comment créer son propre webinar. Étape 0, le but du webinar. Il faut simplement distinguer les quoi des comment. Donc ça, je l'ai dit la semaine dernière. Étape 1, l'introduction. Simplement, il faut un hook là aussi. Donc c'est comme sur TikTok. Il faut vraiment savoir c'est pour qui. Donc vous dites pendant votre webinar pour qui s'adresse vraiment ce webinar. Et donc aussi, il faut raconter son histoire. Donc pas en se mettant à la place en mode on est un héros, mais vraiment se mettre à la place au moment en disant vraiment tous nos défauts, vraiment qu'on était une grosse merde, qu'on n'y arrivait pas, etc. Ne vraiment pas essayer de culpabiliser les gens qui sont dans votre webinar. Il faut vraiment leur montrer qu'avant on était normal et on a su évoluer pour vraiment que les personnes s'identifient à nous. Étape 2, il faut enlever les 3 fausses croyances. Donc il y a les fausses croyances sur l'offre, donc simplement en disant ouais c'est de l'arnaque, je sais pas quoi, enfin les choses comme ça quoi, les choses quotidiennes. Ensuite les fausses croyances sur la capacité à réussir. Donc tout simplement ils vont avoir une mauvaise confiance en soi et donc eux ils vont se rabaisser eux-mêmes en disant ouais moi j'y arriverai jamais, etc. Donc c'est des fausses croyances et ces fausses croyances là faut les supprimer. Et ensuite ils vont aussi avoir des fausses croyances sur ce qui est hors de contrôle. Et voilà tout simplement. Ensuite l'étape numéro 3 ça va être le call to action. Normalement si tout s'est bien passé, vous êtes censé vraiment closer assez facilement. Vous allez jamais closer à 100% bien sûr parce que c'est impossible, vraiment impossible. Et voilà, si vous avez vraiment bien géré votre webinar avec toutes les techniques qui ont été dites juste avant, vous allez vraiment réussir à pas mal closer lors de ce webinar. Voilà, du coup j'ai appris à quoi servait un petit peu un webinar et du coup ouais je comprends pourquoi en fait les gens ils parlent un petit peu des blabla pendant vraiment 1 heure et ils disent rien. Mais moi je suis quand même convaincu qu'il faut vraiment aller droit au but. Faut pas commencer à dire des choses de merde en me disant ouais moi je sais pas quoi, etc. Moi je pense qu'on devrait réinventer les webinars, faire une sorte de webinar 2.0 parce que là vraiment c'est tous les webinars et plus ça merge, ça apporte vraiment aucune valeur, c'est un truc de fou. Ensuite j'ai appris le closing par téléphone. Pourquoi déjà closer son client par téléphone? En fait c'est parce que tout simplement il faut faire changer son client d'environnement, c'est-à-dire il y a internet et ensuite il y a les environnements extérieurs, donc c'est-à-dire donner rendez-vous carrément IRL à votre client. Donc là c'est vraiment on change vraiment d'environnement de fou. Et rien que quand on est en appel aussi on change d'environnement par rapport à internet, on n'est plus dans internet, on est dans les appels, donc on est dans le réseau, c'est pas la même chose. Et donc on change direct d'environnement, on communique directement avec notre prospect ou notre client et du coup forcément ça le rassure un petit peu plus et ça donne un petit peu plus de confiance à notre client. Ensuite le script en closing, donc l'étape 1, donner de la bonne humeur, donc c'est-à-dire voilà arriver avec le sourire, dire oui bonjour monsieur, enfin voilà vous m'avez compris, vraiment ne pas parler en mode vous avez la tête dans le cul, les choses comme ça. Vraiment faut vraiment être dynamique, faut vraiment être souriant, faut vraiment que ça se sente au téléphone. Et quand vous êtes en IRL c'est encore plus simple, faut vraiment avoir le sourire aux lèvres et tout ça, la grosse banane quoi. Étape numéro 2, valider son attention, c'est-à-dire vraiment lui dire est-ce que vous pouvez vraiment m'accorder donc vraiment 15 minutes de votre temps où il va falloir vraiment être très concentré parce que là je vais vous parler des choses voilà qui vont être très importantes pour votre avenir ou des choses comme ça quoi. Faut vraiment qu'il soit vraiment bien concentré, faut pas qu'il y ait des enfants autour de lui qui soient dehors ou dans un bus ou dans des choses comme ça où il peut être vraiment perturbé pour rien. Ensuite l'étape numéro 3 c'est de savoir s'il a regardé donc votre webinar simplement. L'étape numéro 4 c'est la raison de l'appel, donc pourquoi il a fait cet appel. L'étape numéro 5 c'est ses objectifs, vraiment où il veut aller, voilà vraiment savoir ses objectifs. L'étape numéro 6 sa situation actuelle, savoir où il en est actuellement. L'étape numéro 7 c'est que veut-il, donc qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Et donc après poser la question des 3 pourquoi, donc pourquoi il veut ça. Par exemple il veut devenir riche, pourquoi tu veux devenir riche? Parce que je veux être libre. Pourquoi tu veux être libre? Parce que voilà je veux faire profiter ma famille. Pourquoi tu veux faire profiter ta famille, etc. Enfin, voilà vraiment à essayer de, comme je vous ai dit il y a 2-3 semaines de cela, essayer de trouver vraiment les raisons profondes de votre prospect. C'est vraiment comme ça que vous allez le convaincre parce qu'il va se sentir compris et donc vous allez beaucoup plus le closer facilement. Ensuite étape numéro 8, en quoi est-ce important pour lui. Étape numéro 9, en quoi moi je peux l'aider, c'est-à-dire lui par exemple qu'est-ce qu'il attend de moi. Étape numéro 10, faut vraiment que je lui pose la question s'il est là pour le long terme ou si c'est vraiment un projet de 5-6 mois à peine, voilà, qui va pas durer dans le temps, ou alors est-ce qu'il est vraiment là pour le long terme de 2 à 3 à 4 ans voire 5 ans même, on sait jamais, s'il est vraiment là pour réussir quoi. Ensuite étape numéro 11, il faut vraiment lui demander de l'autorisation pour vendre, donc faut vraiment pas y aller direct, faut vraiment lui donner carrément l'autorisation pour vendre. Donc je sais pas vraiment si c'est comme ça lors d'un appel, mais je pense qu'il faut quand même essayer de demander l'autorisation au cas où, on sait jamais. Donc ensuite l'étape 12 c'est présenter l'offre. Ensuite l'étape 13 donc c'est répondre aux questions, forcément il aura des questions après votre offre, à part si vraiment vous avez vraiment tout fait parfaitement et que vraiment voilà le gars il est prêt quoi. Après étape 14, lui montrer qu'on est sélectif vraiment avec les personnes avec qui on veut travailler. Faut vraiment essayer de montrer à votre prospect que s'il nous rate, il arrivera jamais à trouver la même chose ailleurs quoi. Ensuite étape numéro 15, annoncer le prix comme si vous allez vendre une banane, donc c'est à dire si vous vendez une presta à 7000 €, annoncez pas en bégayant ou des choses comme ça, vraiment soyez clair, précis, ne bégayez pas et vraiment assumez votre offre, on va dire ça comme ça. Et puis si un blanc, vous le laissez. Il y a une règle dans le closing, c'est que le premier qui parle a perdu. Une fois que vous avez dit votre offre, le premier qui parle a perdu, ok. Donc il faut que ce soit absolument votre prospect qui parle en premier après avoir dit l'offre. Même s'il y a un blanc pendant 5 minutes que ça paraît ultra long, une éternité, ne parlez surtout pas. Étape numéro 16, les objections du prospect. Forcément il va avoir des objections, il va dire ouais mais si voilà ça, voilà, il va être casse-couille un petit peu, donc vous lui répondez. Donc ensuite la dernière étape vous l'avez closé, donc vous procédez à l'inscription tout simplement. Donc voilà tout ce que j'ai appris cette semaine. Vous allez donc savoir bientôt pourquoi je me suis énormément formé sur ce livre. Donc ensuite j'ai fini la formation du marketing mobile sur Open Classroom. Donc j'ai appris tout simplement ce que c'était de native ads. Donc le native ads tout simplement c'est une sorte de pub qui apparaît dans ton feed qui est vraiment très peu intrusif et
et qui est vraiment l'une des pubs les plus utilisées dans ce monde, dans le marketing. Ensuite, j'ai appris ce que c'était les régies publicitaires. Donc, c'est tout simplement les gens qui mettent en contact les annonceurs et les éditeurs, tout simplement pour établir l'offre entre les deux. Ensuite, j'ai appris le SSP, donc le Supply Side Platform. En français, ça se traduit par plateforme côté offre. Je pense que ça doit être relié avec tout ce qui est les éditeurs. Et après, il y a le DSP qui est le Demand Side Platform. Donc en français, ça veut dire les plateformes côté demande. Donc je pense que ça va être tout ce qui est les annonceurs. C'est eux qui font la demande pour faire la pub. Et puis les éditeurs, c'est eux qui font l'offre pour simplement la pub. Donc sur ça, je suis pas du tout sûr à 100% si j'ai bon. Vraiment, corrigez-moi dans les commentaires si j'ai faux. Et puis on verra plus tard si je la prendrai ou pas. Donc. Et donc aussi, je suis allé à l'agence. Donc l'agence m'a appris énormément de choses. Vraiment, elle m'a expliqué pas mal de choses que je savais déjà. Donc malheureusement, voilà, j'ai fait genre que je savais pas. Mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle elle m'a appris quelque chose. C'est que par exemple, on a un client et ce client a besoin d'un site internet. Et nous, on est vraiment pas spécialisé dans les sites internet. On sait faire, mais vraiment, on sait pas faire les sites internet très professionnels avec beaucoup de détails, etc. Vraiment très optimisé. Et là, le client voulait vraiment un site internet très optimisé, etc. Donc nous, forcément, on est obligé de passer par une agence qui est spécialisée là-dedans. Et donc peut-être que notre client sera pas content si on passe par une autre agence pour faire le travail, alors que notre client désirait peut-être que ce soit nous qui le fasse. Donc le truc qu'on va faire, c'est que nous, on va aller voir directement l'agence qui fait le site professionnalisé et on va lui faire baisser l'offre, tout simplement parce que on lui apporte un client gratuitement comme ça. Donc on lui fait baisser l'offre et donc forcément, nous après, on pourra marger dessus et notre client ne payera pas plus cher que s'il serait allé voir l'agence directement. Et vu que nous, on a baissé l'offre, on prendra quand même une petite marge dessus, donc on sera pas perdant et notre client ne sera pas perdant non plus. Désolé si je m'explique vraiment mal, mais je sais pas si vous essayez de bien capter ce que j'ai dit. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de bien côté entrepreneuriat? Et j'ai découvert que j'avais beaucoup trop de temps libre et du coup que soit il fallait que je lance un autre business à côté, donc c'est-à-dire qu'avec mon client, voilà, je lui faisais les vidéos, etc. Mais vraiment, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps parce qu'avec la certesse, je me souviens, ça prenait beaucoup plus de temps. Et là, vraiment, il me fait gagner énormément de temps. Le fait que ce soit lui qui m'envoie les vidéos, les scripts, etc. Et vu qu'en plus, j'ai toujours pas accès à son compte, donc voilà, je n'optimise pas encore ses publications, je fais seulement du montage, donc c'est normal que j'ai encore beaucoup de temps libre. Et donc pendant ce temps libre, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être me former dans l'IMO ou essayer de lancer un autre mini business qui serait un petit peu en accord avec ce que je fais déjà pour pas trop me perdre, etc. Ou pas trop avoir me former sur des choses que je m'y connais pas, ou alors faire vraiment quelque chose déjà que je connais très bien pour ne pas avoir à me former. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire de tout ce temps libre. Pour l'instant, je me forme, etc. sur l'entrepreneuriat, etc. Donc ensuite, il y a un mec qui m'a contacté pour faire son Discord. Donc simplement, c'est du bouche à oreille, simplement. Là, il y a encore rien qui est fait, il m'a toujours pas reprévenu. Donc voilà, c'est juste, je vous dis ça comme ça. Donc ensuite, j'ai appris un nouveau terme cette semaine. J'ai appris tout simplement ce que c'était les réductions d'impôts. Qui peut bénéficier d'une réduction d'impôt? Donc vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu si vous employez un salarié à domicile, que vous exerciez une activité professionnelle ou que vous soyez sans activité ou retraite. C'est quoi? C'est un moyen d'abaisser tout simplement l'impôt sur le revenu. C'est où? En France. Donc c'est quand? C'est au moment où tu payes ces choses-là. Donc ces choses-là, c'est tout simplement le comment. Pourquoi? Le but étant d'éviter qu'un contribuable verse davantage d'argent au trésor public au titre de ses revenus de 2022, alors même que ceux qui n'auraient pas augmenté eux-mêmes. Donc voilà, je comprends rien aussi comme vous, juste voilà, j'ai pris ça sur Google, je vais pas vous mytho. Et combien en fait, ça dépend énormément de choses. Ça dépend tout simplement de la somme, ça dépend si vous payez beaucoup d'impôts sur le revenu ou si vous en payez peu. Donc ça dépend énormément de choses. Et donc simplement, donc voilà un petit terme que j'ai appris en plus sur l'entrepreneuriat. Donc ça fait un petit peu plaisir et c'est pas rien passé au moins côté entrepreneuriat. Et du coup, j'ai un peu appris l'IMO, je vais pas vous mentir, j'ai eu le droit à un petit cours d'IMO par mes pions, donc par mes surveillants au lycée. Il y a un pion qui investit des fois un petit peu dans l'IMO. Donc il m'a dit pendant une petite heure et demie là, je fais un petit cours avec lui, il m'a appris vraiment les bases on va dire de l'IMO. Donc en fait, il m'a surtout appris les dépenses, par exemple les taux d'intérêt, la taxe d'habitation, taxe foncière, etc. Ce qui est bien quand les gens comme ça ils t'apprennent, eux ils te vendent pas du rêve, ils te disent pas ouais l'IMO c'est facile, etc. Et au moins eux c'est pas des influenceurs qui vont te dire ouais l'IMO c'est parfait et tout ça, tu fais 100% de rendement sur trucs comme ça. Bref, vous m'avez compris quoi. Ces personnes là te cachent rien. Ensuite côté personnel, il s'est rien passé de bien. Côté pas bien sur TikTok, on n'a pas posté pendant plusieurs jours, donc voilà, malheureusement on n'a pas posté pendant plusieurs jours parce que je sais pas, le client il me répondait pas. Ensuite côté community management, je travaille plus avec mon client. Voilà, je vous le dis tout de suite, je travaille plus avec mon client, il me donne plus de nouvelles. Même là je lui ai envoyé donc le message comme quoi je voulais arrêter avec lui, il m'a toujours pas répondu alors qu'on est au moins 4 jours ou 5 jours après que je lui ai envoyé le message, il m'a toujours pas répondu. Je sais même pas s'il est mort. Ensuite j'ai essayé de tester dans l'e-sport et vraiment l'e-sport c'est vraiment pas un domaine sur lequel tu peux vraiment faire des services de marketing parce que simplement l'e-sport je sais très bien à quel point c'est bénévolat, à quel point c'est que des gosses qui gèrent ça, donc c'est vraiment pas du tout professionnel. Ils sont encore moins professionnels que moi je crois, donc bon voilà quoi. C'est vraiment pas un secteur sur lequel il faut aller, même si c'est un secteur que j'aime bien et que je m'y connais pas mal. Voilà, faut vraiment pas y aller parce que tu pourras jamais être rémunéré vraiment à très haut niveau, c'est limite impossible quoi. Ensuite côté entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Du coup finalement je ferai pas la formation pour devenir streamer parce que simplement j'ai posé plein de questions aux streamers. En moi je me faisais passer pour un gars qui voulait acheter une formation pour devenir streamer et donc je voulais savoir si les gens simplement recommandaient ça et tout le monde me disait non c'est rien, t'as pas besoin de formation pour devenir streamer. Bref voilà, du coup je ferai pas de formation sur les streamers. Et ensuite côté personnel, j'ai acheté plein de cadeaux, donc forcément du coup j'ai perdu un petit peu d'argent, donc j'ai acheté ce cadeau là pour ma mère, je vous mets le prix parce que là je l'ai plus en tête, et donc après j'ai acheté ce cadeau là pour mon beau-frère parce que c'est son anniversaire dans pas longtemps. Et donc cette semaine il y aura pas de statistiques TikTok parce que forcément du coup j'ai jamais eu accès une seule fois à son compte. Sur l'anglais d'orthographe je mets mon graphique à l'écran et ensuite en orthographe j'ai fait une moyenne de 83,18% cette semaine, donc ce qui fait plutôt plaisir encore une fois. Après j'ai quand même fait beaucoup mieux la semaine dernière, j'ai fait 92 ou un truc comme ça presque, donc c'était vraiment beaucoup plus énorme. Et donc voilà, tout simplement très belle semaine comme vous pouvez le voir dû à la durée de la vidéo.
vidéos. Donc là, c'est assez énorme quand même, je vais pas vous mytho. Donc moi, je vous dis merci d'avoir suivi et puis maybe one day.